Bonjour à tous. Bienvenue à Lyon et bienvenue aux États-Unis, puisque une fois n'est pas coutume, on se livre à un drôle d'exercice. D'habitude, on fait des lives depuis le journal Le Point, qui se situe à la Porte de Sèvres à Paris. Et aujourd'hui, pour Quai du Polar, puisqu'on réalise ces vidéos avec Quai du Polar, cette fois, c'est enfin en présentiel. Et nous avons la chance, l'immense chance, de pouvoir entendre Don Winslow. Bonsoir Don, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir, je suis ravie d'être là, je vous entends parfaitement. Alors Don, la première question qu'on a envie de vous poser, on voit que vous êtes dans le salon, mais où exactement êtes-vous aux États-Unis? Alors, moi je suis à Rhode Island, donc c'est un tout petit état sur la côte nord-est des États-Unis, dans la vieille maison où j'ai grandi, et je suis sur le devant de la maison. Voilà, c'est là où je suis. D'accord, je vous croyais à l'intérieur. Donc vous êtes... Je suis à l'intérieur, donc c'est un genre de terrasse fermée, un genre de ce que nous on appelle une porche fermée. Il y a des nuages, il pleut, donc je suis ravie d'être à l'intérieur. Mais je suis près de l'océan. Après cet entretien, je me rends sur la plage. Génial. Vous voulez pas nous emmener? Ah, j'aimerais. Venez me voir, venez me voir. Alors Don, merci beaucoup donc de nous consacrer ce moment. On est exactement entre deux parutions, celle qui commence, enfin le dernier livre paru, Le Prix de la Vengeance, paru en France chez HarperCollins, le titre original Broken, et le prochain dont vous nous parlerez, qui paraît, je crois, en novembre. En tout cas, la traduction est en cours. Don, on va parler donc du Prix de la Vengeance, parce qu'en fait, on vous connaît ces dernières années pour la trilogie des cartels, et puis vous nous avez habitués à des sessions, on va dire, à des choses extrêmement longues, à des personnages fouillés, énormément de personnages, hein, vous travaillez un peu comme dans les romans russes, et puis là vous passez, donc c'est un ensemble de novellas. En France on connaît les nouvelles, alors c'est en fait plus long, mais ça reste assez court, donc c'est un exercice que vous ne connaissiez pas. Pourquoi ce changement? Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, j'ai passé les 23 dernières années à écrire des livres longs, une trilogie très longue, et puis un livre très long qui s'appelle La Force, Corruption en français. Et tout le long, pendant toute cette période, moi j'avais des idées pour des nouvelles, pour des histoires qui n'allaient pas être de très très longues histoires. Cela n'allait pas être une trilogie. Ces histoires allaient avoir lieu dans un seul lieu avec peut-être un ou deux personnages principaux et en un laps de temps très court, plutôt que d'avoir des décennies et des décennies sur lesquelles j'écris depuis très longtemps. Et j'avais l'impression que le moment était venu. J'avais envie de changer un petit peu de rythme. J'avais envie peut-être de faire des courses de 10 km plutôt qu'un marathon. Et alors vous en avez choisi, j'imagine que vous aviez certainement beaucoup d'idées. Comment est-ce que s'opère le choix? Est-ce que, enfin, on a un ensemble, c'est pas juste une seule. Comment est-ce que ça s'est opéré? Est-ce que vous aviez comme ça des choses dans votre tête, dans vos tiroirs peut-être? Oui, c'est tout à fait ça. Il y avait plusieurs histoires, plusieurs parmi les 6 que j'avais eu en tête depuis très très longtemps, mais je n'avais jamais vraiment eu l'opportunité d'écrire dessus. Et d'autres histoires sont des histoires très récentes. Il y en a un qui s'appelle Le Zoo de San Diego. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez drôle. Et j'avais la première ligne, la première phrase en tête, et ce depuis 5-6 ans, mais je ne savais rien de plus sur cette histoire. Donc un jour, je me suis installée, j'ai tapé la première phrase et je me suis dit, allez, on y va. Alors parlez-nous un petit peu de ces novellas. Le zoo de San Diego, c'est quand même assez étonnant. C'est un singe qui a piqué un flingue, mais on ne sait pas comment. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est la ligne, c'est la phrase que j'avais en tête. Et je ne sais pas depuis combien de temps, depuis des années, personne ne sait comment est-ce que le chimpanzé s'est emparé du revolver. Et donc un jour, je me suis installée et je me suis posé la question, comment est-ce que ça s'est passé? Et j'ai inventé l'histoire au fur et à mesure. Je ne savais pas du tout comment ça allait se terminer jusqu'à ce que j'ai tapé la dernière phrase. D'autres, parmi les histoires, sont des histoires plus sérieuses. Par exemple, la première histoire qui s'intitule en anglais Broken, le prix de la vengeance. Cela parle des coups moraux de la vengeance
Et je l'ai situé dans une ville où j'ai grandi un tout petit peu, en Nouvelle-Orléans. Et 3 des histoires sont des histoires qui se passent à San Diego, où je vis quasiment toute l'année, cette ville que j'adore tant. Et tous les personnages dans les 3 novellas sont liés d'une façon ou d'une autre. Et j'ai ramené certains des personnages de mes livres précédents. Le tout dernier, c'est simplement que je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit parce que j'étais tellement furax de ce qui se passait aux États-Unis au niveau de la frontière et le fait qu'on jette des enfants dans des cages. Et je me suis dit, cette histoire, il faut absolument l'écrire. Alors c'est vrai que la question des enfants à la frontière a marqué, on va dire, absolument tout le monde sur la planète. C'est extrêmement choquant. Qu'est-ce que sont devenus ces enfants? Parce que c'était vraiment, on avait l'impression que c'était Trump qui avait inventé l'inhumanité de séparer des enfants de clandestins de leurs parents. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, les choses s'améliorent un tout petit peu progressivement. L'administration actuelle a lancé un effort majeur que de retrouver les parents ou de trouver des familles qui peuvent prendre les enfants. Les enfants sont sortis de ces sites absolument horribles pour être logés à des endroits meilleurs, dans des hôtels, etc. Donc, il me semble qu'il y a environ 600 enfants encore dont les familles n'ont pas été retrouvées, mais il y a des équipes qui travaillent là-dessus et les conditions de vie se sont nettement améliorées. La situation est compliquée. Bien sûr, cette situation perdure depuis longtemps. Vu la façon dont l'administration Trump avait géré les choses, c'était particulièrement inhumain et cruel. Et puis il y a Kamala Harris donc qui a annoncé, enfin qui a pris la parole fin juin, et puis qui a un petit peu cassé les espoirs, on va dire, voilà, qui a dit surtout aux gens de l'autre côté de la frontière, ne venez pas. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, disons, la situation est très complexe. D'un côté, je pense que oui, la frontière se retrouve bouchée. Il faut dire que c'est un voyage qui est tellement dangereux lorsqu'on quitte l'Amérique centrale, d'où proviennent la plupart de ces gens actuellement. Ce sont des gens qui traversent le Mexique jusqu'à la frontière. En réalité, la solution réside à l'intérieur de ces pays que les personnes quittent. Il faut améliorer l'économie, la situation de la police. Il faut améliorer toute la vie pour que les gens n'aient pas besoin de quitter leur pays. Et puis on parle toujours de cette frontière mexicaine. Vous habitez à côté, enfin en tout cas quand vous êtes du côté de San Diego, dans une très jolie ville, voilà, qui est d'excellentes tartes aux pommes si ma mémoire est bonne. Mais malgré tout, cette frontière mexicaine, on a l'impression que tous les problèmes viennent du Mexique parce qu'on parle de la frontière mexicaine. C'est pas du tout la réalité. Non, c'est absolument pas vrai, vraiment pas. Vous savez, on parle du problème des stupéfiants du Mexique et c'est un mensonge. C'est pas le problème mexicain au niveau des stupéfiants. Le problème, c'est le problème américain et je suis navrée, c'est aussi le problème européen aussi. Nous sommes les personnes qui envoyons l'argent. On envoie quelque chose comme 60 milliards de dollars par an afin de pouvoir acheter des stupéfiants de façon illégale au Mexique. Et c'est ça qui nourrit cette violence. Et parce que ce qu'on appelle le triangle nordique entre Honduras, El Salvador, etc., parce que ce sont des points par lesquels transigent ces stupéfiants, c'est ce qui donne lieu à la violence et au contrôle nécessaire de ce territoire. Et donc lorsque nous parlons de tous ces problèmes, on a tendance à crier par la fenêtre en parlant du Mexique, mais il est très rare qu'on se regarde dans la glace. Or, c'est là qu'il faut regarder. Alors cette guerre de la drogue qui a occupé à peu près 2 décennies de votre existence d'écrivain, racontez-nous comment ça a débuté, comment est née, parce qu'on a, je pense tous un peu oublié, la naissance d'Art Keller, qui est votre personnage récurrent dans cette série Cartel. Alors, c'est un matin, il me semble que c'était en 1997. Vous avez raison, je vis très près de la frontière et je me lève très très tôt en général et la première chose que je fais c'est de lire le journal et j'ai lu l'histoire du massacre qui a eu lieu sur 19 hommes et femmes innocents et des enfants. Cela a eu lieu au Mexique, pas très loin de chez nous et j'ai voulu savoir comment est-ce que cela avait pu se passer, comment est-ce qu'un tel phénomène
pourrait avoir lieu où les personnes sont capables de tuer des gens comme ça. Malgré tout, 10 ans après, 19 personnes tuées, ça aurait été rien du tout. Au Mexique, la situation s'est tellement empirée, bien plus que ce que nous aurions pu imaginer dans nos cauchemars. Mais à l'époque, c'est quelque chose qui nous avait fortement choqués. Et à l'époque, moi, je ne savais rien du commerce des stupéfiants, du trafic, et j'ai commencé à apprendre, et plus j'apprenais, plus je devenais furax, plus cela m'énervait, et ainsi j'ai commencé à taper sur ma machine à écrire, et puis mon livre La griffe du chien est sorti 10 ans après, en anglais The Power of the Dog, et c'était ça le début de la trilogie. Et vous avez inventé ce personnage qui est fabuleux parce que finalement il est assez ambigu. Vous ne traitez pas les choses noir ou blanc, vous oscillez en permanence et vous avez eu le temps de le faire avec cette trilogie. Comment est-ce qu'on manœuvre, comment on crée un tel personnage et qu'est-ce qui décide finalement des rebonds de son existence ? Vous savez, moi je n'avais jamais l'intention d'écrire une trilogie. Pour être tout à fait franche, après le premier livre, j'ai juré que je n'allais jamais retourner dans ce monde, que j'allais lui tourner le dos, et j'ai dit la même chose mais en criant encore plus fort après avoir écrit le deuxième livre, Cartel. Et puis un matin, je me suis retrouvée devant l'ordinateur en train de démarrer le troisième livre, La Frontière, avec ce type, Art Keller. Sachez que Keller démarre, il croit en la guerre, en la lutte anti-drogue, et au fur et à mesure, comme vous dites, il y a les différentes nuances de gris qui lui ont permis de se rendre compte que tout était très différent. Finalement, il n'y a jamais de noir et de blanc. La guerre est quand même une erreur phénoménale qui coûte qui met fin à des milliers de vies, et cela n'a aucun impact sur la situation des stupéfiants aux États-Unis. Art Keller, malheureusement, doit se rendre compte que lui, il est responsable de la lutte contre une guerre, dans la lutte contre la guerre des drogues, et il n'y croit plus. Et alors cette guerre des drogues, quand est-ce qu'elle commence exactement dans l'histoire ? Parce que votre trilogie, c'est 3 grandes étapes, on va dire, dans la guerre de la drogue. Vous développez 3 volets. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous développer la géographie, j'ai envie de dire, de ces 3 volets ? Oui, avec plaisir. Alors, cette guerre des drogues a démarré en 69 avec Richard Nixon, qui était le président et qui a déclaré la guerre contre les drogues. Et en règle générale, les Américains, quand on leur demande quelle est la guerre la plus longue, ils vont parler de l'Afghanistan. Or, ce n'est pas le cas. La guerre la plus longue, c'est cette guerre contre les drogues. Mais il y a eu des campagnes pour légaliser les stupéfiants depuis le début du 19e siècle. Donc moi, je démarre au Mexique pendant les années 90. Et à cette époque, la DEA travaillait avec certains éléments de la police mexicaine afin de pouvoir détruire les champs de pavots qui produisaient l'héroïne. Et puis la deuxième phase, c'était la phase de la cocaïne. Ça, c'était la deuxième phase principale où les Mexicains ont commencé à être les hommes au milieu entre la cocaïne colombienne et puis l'exportation jusqu'au développement du crack. Et dans le troisième livre, l'héroïne est revenue, la crise des opioïdes aux États-Unis a eu lieu, et pour certains d'entre nous en France, on connaît cette crise. Cela a tué des milliers de personnes. Et moi, je voulais surtout regarder cela de plus près. Et je me suis rendu compte également que moi, ça faisait des décennies que je disais que c'était le problème américain, ce problème de drogue. Mais je dirais que 70% des scènes avaient eu lieu au Mexique. Donc, dans La Frontière, dans le troisième livre, je voulais vraiment insister sur le fait que c'est vraiment le problème américain. C'est pour ça que ça se passe aux États-Unis. Et puis, vous inventez un personnage qui est certainement tout aussi important que Art Keller, donc l'agent de la DEA, des anti-stupéfiants. Vous inventez le personnage qui s'inspire d'El Chapo, qui est le grand baron du narcotrafic et qui est extrêmement connu pour son évasion. Enfin, c'est une espèce de passe-muraille. Comment est-ce que vous avez utilisé ce personnage qui est très romanesque? Comment vous l'avez transformé aussi? Alors, vous savez, au départ, c'était pas El Chapo le modèle, parce que quand j'étais en train d'écrire le premier livre et que ce personnage est apparu, Barrera, et Mon à l'époque était un acteur très, très limité, c'était presque quelqu'un d'insignifiant pendant les années 70 et pendant les années 80. Or, lorsque j'ai commencé à tracer
le cartel Sinaloa, l'organisation de Gosmans, à cette époque, ils étaient très très forts et on ne pouvait absolument pas raconter l'histoire de la guerre des drogues sans parler du cartel de Sinaloa. Et même si le personnage est totalement inventé et pas basé sur un chapeau, les actions tracent effectivement bon nombre des actions qui ont été entreprises par Gosman. Et je pense que juste 2-3 jours après que ce livre est sorti, Gosman s'est échappé de la prison. C'était assez phénoménal, assez bizarre. Et dans toutes ces décennies de lutte américaine contre le trafic de drogue, parce que malgré tout il y a une lutte permanente, est-ce qu'il y a eu des choix qui ont été faits, qui ont été véritablement pertinents? Qu'est-ce qui a permis peut-être de faire évoluer la situation et qu'est-ce qui l'a dégradé à l'inverse? Eh bien, les choses s'amélioraient jusqu'à la dernière administration Trump. Il y avait la légalisation, par exemple, du marijuana et il y a eu également quelques impacts négatifs, mais globalement, je pense que ça, c'était positif. On a commencé à dépénaliser beaucoup des chefs d'accusation pour la drogue et en fait, on a mis l'accent beaucoup plus sur le traitement plutôt que la prison et avec Trump qui est arrivé, donc tout cela a été renversé et c'était complètement bête d'ailleurs, ce qu'il a fait Trump. Et d'une manière ou d'une autre, c'était vraiment cynique, c'était vraiment maléfique de sa part. Et il a promu cette idée du mur pour mettre un terme au trafic de drogue. C'était complètement ridicule. Il le savait très bien que c'était ridicule parce que 96% des drogues qui passent par le Mexique passent par des portails qui restent ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il savait très bien que ce mur, c'était simplement un véhicule pour la propagande. C'était un mensonge en fait. Et cela a donc causé beaucoup de souffrance, un tribut énorme de souffrance des deux côtés de la frontière. Et avec Biden Harris, avec le nouveau gouvernement, donc on dépénalise de plus en plus, on met l'accent de plus en plus sur le traitement et évidemment donc on va essayer de démanteler ce mur ridicule. Alors vous êtes pour la dépénalisation donc du cannabis. Pourquoi? Expliquez-nous quels sont les effets bénéfiques du cannabis. Enfin, je veux dire, pas de le fumer, mais de le laisser consommer. Non, en fait, c'est pas ça. En fait, moi, je ne bois même pas d'alcool. Et je ne peux pas, en fait, vous donner des leçons sur les effets positifs du cannabis. Je suppose qu'il y en a. Mais en fait, c'est une approche qui est plus basée sur la justice sociale et la politique pénale, parce que l'interdiction de la drogue ne fonctionne pas et n'a jamais fonctionné, quelle que soit la drogue en question, que ce soit le cannabis, l'héroïne, l'alcool. Ce sont des drogues. Et cela n'a jamais fonctionné. Jamais, jamais, jamais. Mais tout ce que cela a fait, c'est promouvoir des bénéfices et des actions violentes et des organisations multinationales, des organisations criminelles pour rien en fait. Et ce que ça fait également, cela tente, même si c'est futile, de traiter les symptômes et non pas les causes racines de l'utilisation de la drogue. Donc on peut lutter contre la drogue, on peut jouer ce jeu ridicule à la frontière ou ailleurs, au-delà de la frontière. Mais il faut que l'on commence à se poser la question, pourquoi est-ce que les gens veulent utiliser de l'héroïne? Pourquoi est-ce que les gens veulent de la cocaïne? Et il faut vraiment attaquer le problème à la source. On ne pourra jamais résoudre ce problème avec la pénalisation, avec la répression. Et puis vous avez écrit un livre toujours à propos de la drogue, mais vous avez fait un pas de côté, on va dire, en matière de drogue. Vous avez écrit le roman Corruption. Alors on remontait aux États-Unis, on n'était pas à la frontière, on allait à New York. Il était question d'autres drogues, les Go Pills. C'est absolument flippant, on peut le dire, pour l'Amérique. C'est une drogue qui ravage. Aujourd'hui, il y a les opioïdes, il y a tout ça. Il y a toute cette drogue qui, en réalité, est issue de la chimie. On n'attend plus que ça vienne des champs de pavots, n'est-ce pas, ou de cannabis. Comment est-ce que ces nouvelles drogues sont arrivées par... il y a une émergence, voilà. Et surtout, ça se répand absolument partout. Il y en a énormément aussi maintenant en Europe. Oui, écoutez, c'est vrai qu'il y a toujours des phases avec les drogues.
quel que soit le type de drogue, il y a toujours des phases, il y a toujours donc un nouveau gosse dans le quartier, donc il y a toujours une nouvelle drogue. Les drogues arrivent à un point de saturation, ensuite les drogues deviennent moins populaires parce que très souvent ces drogues tuent leur propre clientèle. Donc si par exemple on pense à l'héroïne, depuis 50 ou 60 ans, on voit qu'il y a des hauts et des bas au niveau du commerce d'héroïne, la même chose avec les méthamphétamines. Et lorsqu'il y a eu cette crise d'opiacés, il y avait un pic, ensuite une baisse, et les producteurs de drogue ont commencé à chercher d'autres drogues. Ils sont revenus à crack, cocaïne et les méthamphétamines, parce que vous savez que les méthamphétamines, c'est relativement bon marché. Mais ces drogues, la plus dangereuse de ces nouvelles drogues, c'est le fentanyl, ce qui est hyper puissant. Donc, c'est un opiacé qui tue énormément de gens. Donc, le fentanyl, maintenant, est sur le marché et crée des ravages. Donc, quelle que soit la drogue, quel que soit le type de drogue, en fait, on n'aborde pas le problème à la source. Et le problème à la source, c'est pourquoi est-ce que l'on veut ces drogues. Et ces drogues, comme le fentanyl, ça existe, ça s'achète au coin de la rue? Enfin, c'est en pharmacie ou il faut trouver un dealer? Alors, vous savez que la technologie change tout, n'est-ce pas? Alors, avant, il y avait, on voyait par exemple l'écoute The Wire, où il y avait des supermarchés de drogue. Maintenant, en fait, il suffit d'envoyer un texto ou un WhatsApp. Donc, on utilise ces médias sociaux et les gens font le commerce de drogue à l'intérieur. Donc, il y a également ce qu'on appelle donc les courses par ordonnance, où on peut les acheter en pharmacie. Mais évidemment, les règles sont plus strictes maintenant. J'ai peur de me répéter, mais je pense que la technologie, la méthodologie, les différents types de ventes, vous savez que les ventes changent tout le temps. Et le problème à la base ne change pas, c'est l'utilisation de ces drogues. Pourquoi est-ce qu'on veut ces drogues? C'est une question d'offre et de demande. À condition qu'il y ait de la demande, il y aura de l'offre, il y aura toujours des acheteurs et des vendeurs. Mais alors justement, l'usage de ces drogues, il y a une consommation assez impressionnante aux États-Unis malgré tout. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y ait ce boom? Est-ce que les Américains sont plus malheureux que les autres? Bon, en fait, en France, vous avez un problème aussi. Vous nous pointez du doigt, mais en fait, je pense qu'il y a un grand problème en France et en Europe. Je ne sais pas si les Américains sont plus malheureux que les autres, même si on utilise beaucoup de drogue aux États-Unis, c'est vrai. Mais je pense que nous sommes un pays isolé, nous sommes seuls. Et je pense que très souvent, ce qui se passe, c'est que l'une des critiques que j'ai par rapport au capitalisme, c'est que il y a toute cette accent qui est mis sur les achats, le fait de devoir acheter. En fait, cela nous éloigne des relations individuelles. Et nous savons que l'une des pires des choses qui puisse se passer pour les toxicos, c'est l'isolement. Et avec cette année de Covid, ça a fait des ravages. C'était mortel pour les toxicomanes. Alors vous avez une façon de faire des recherches qui sont de terrain, malgré la difficulté que ça représente. Vous êtes allé dans les prisons, vous avez consulté des quantités d'archives. Est-ce que vous pratiquez toujours ça là pour vos livres? Est-ce que vous continuez? Parce que on s'est rencontrés déjà précédemment. Vous m'aviez dit que c'était moralement très éprouvant. Est-ce que vous continuez à creuser? Oui, tout à fait. C'est mon travail, finalement. C'est un peu comme votre travail à vous. Donc, il faut vraiment qu'on sache ce qui se passe. Il faut que l'on fasse notre recherche. Il faut que l'on sache ce qu'il y a en filigrane. C'est vrai qu'il y a des choses que j'écris, et notamment dans Le Prix de la Vengeance. On parle des surfeurs à San Diego, dans cette société où j'ai pas dû faire des recherches parce que j'y habite. C'est là où j'habite, c'est mon métier. Et donc, pour ça, je n'ai pas dû forcément faire beaucoup de travail. C'était assez ludique pour moi. Donc, c'était simplement une question de me pointer sur les lieux. Mais il y a, par exemple, le livre The Force, Corruption en français. Donc, il a fallu des années de recherche. J'ai passé beaucoup de temps avec des flics au commissariat, dans des bars, sur le terrain. Oui, donc je fais toujours cette recherche. Je l'adore. C'est ce que je préfère, en fait. Et puis vous évoquez aussi, et vous êtes très actif sur Twitter, notamment sur les réseaux sociaux, vous dénoncez, vous êtes devenu un écrivain qu'on écoute, parce que vous écrivez de la fiction, mais tellement proche du réel. Il y a quand même un autre problème qui est un peu moins souvent soulevé, c'est la question de l'argent finalement. Est-ce qu'on connaît les réseaux? Est-ce que vous pouvez pointer du doigt les gens qui bénéficient
en tout cas, de ce commerce, de ces milliards de la drogue? Tout le monde, en fait. C'est tout le monde qui tire l'avantage. Si nous, aux États-Unis, nous envoyons 60 milliards de dollars par an pour acheter ces drogues, donc si vous rajoutez ça à l'argent qui est dépensé en Europe pour acheter ces drogues, parce que les drogues coûtent 25% de plus sur le marché européen par rapport aux États-Unis, parce que en fait, vous avez un surplus parce qu'il y a le transport, mais cet argent doit aller quelque part. Et au début, donc, cet argent va aux producteurs, aux cartels, mais en fait, les cartels, ils ne l'enterrent pas dans leur jardin, en fait. Mais ils ont beaucoup de liquide. En fait, ils ne comptent même pas le liquide. Ils sous-pèsent les liasses. En fait, ils sous-pèsent les liasses. Ils savent combien pèse un camion. Ils savent combien pèse $1 million en coupure de $20. Donc, ils font leurs mathématiques. Mais en fait, il faut blanchir cet argent. Il faut réinvestir cet argent pour que cet argent soit utile. Donc, beaucoup de cet argent revient directement aux États-Unis et en Europe. D'ailleurs, donc le Mexique peut simplement pas absorber ces capitaux en liquide. Et le Mexique ne peut pas utiliser cet argent sale pour investir. Donc, beaucoup de cet argent rebondit en boomerang. Donc, on l'investit en immobilier, dans des banques, dans toute une série d'entreprises. Donc, au final, si on est franc et si on analyse vraiment cette situation, nous avons tous une participation économique dans ce commerce de la drogue parce que cet argent revient vers nous. Donc, cet argent revient sur le marché, disons, légitime. Alors là, vous avez posé pour un temps la question, on va dire, de la drogue avec le prix de la vengeance, mais vous allez y revenir, vous préparez une nouvelle trilogie, paraît-il. Yeah. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est une trilogie. Donc, il y a de la drogue dans cette nouvelle trilogie parce qu'en fait, c'est la nature même de la criminalité. Mais en fait, ça tourne pas forcément autour de la drogue. Cette trilogie, en fait, c'est une façon de re-raconter des livres grecs et romains, donc des classiques, dans un environnement contemporain de la criminalité. En fait, ce que j'ai pris l'Iliade, l'Odyssée et l'Énide, et j'ai pris donc ces tragédies grecques, par exemple le cycle de la Troie, les femmes de Troie. Et en fait, j'étais frappée lorsque j'ai lu ces œuvres que vous savez que dans les polars, toutes les thématiques qu'on utilise dans le polar, toutes ces thématiques sont présentes dans ces grands classiques de la mythologie grecque. L'honneur, la corruption, la violence, la tragédie, la rédemption. Donc tous ces thèmes sont présents dans ces grands classiques grecs et cela m'intrigue beaucoup. Donc je me demandais si je pouvais prendre ces histoires avec leurs personnages et en fait les mélanger dans la vraie vie d'aujourd'hui, donc la vraie vie contemporaine pour raconter des polars avec ces personnages. Donc la trilogie va suivre le personnage Anaïs, je l'appelle Tommy Flynn, de l'Iliade. Donc et l'intrigue va suivre donc toute la saga. Il y aura des êtres humains, il y a des dieux qui seront présents dans cette trilogie criminelle. Alors, les Grecs ont peut-être tout inventé, sans doute, et en tout cas, ils sont une source immense d'inspiration, voilà, pour la littérature. Mais ils ont surtout inventé des histoires qui finissent mal, ce qui contrevient un petit peu à l'idée de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts, vous aussi, à écrire des romans qui vraiment ont des fins catastrophiques? Eh bien, je pense que votre réponse est présente dans votre question. Donc, moi, je suis écrivain de polar, donc c'est mon métier et c'est ce que j'aime. Donc, c'est vrai que pour la plupart, il n'y a pas beaucoup de fins heureuses dans ces romans-là. Et moi, j'ai tendance à écrire de façon très réaliste. Donc, dans Le Prix de la Vengeance, sans spoiler ce roman, donc dans quelques-unes de ces novellas, il y a des fins heureuses et j'ai adoré ces novellas avec une fin heureuse. Mais en fait, j'écris sur le monde tel que je le vois de mon prisme, ce que je vois, ce que je connais de ce monde. Évidemment, ce n'est pas forcément une fin que je recherche, mais en fait, j'écris sur la réalité et je pense que je suis tout à fait alignée par rapport aux Grecs et leur vision du monde.
Écoutez, merci beaucoup Don Winslow. On a le titre, peut-être en français, mais c'était pas tout à fait sûr, de City on Fire. La cité en flammes, voilà, parce qu'il y a 15 jours, c'était pas encore décidé par votre éditeur français. Donc ce sera La cité en flammes. Ça va, on colle très bien au, au like titre. the sound of that. It's nice. Ah, j'adore le son du titre. Voilà, donc on arrive à l'issue de ce live, en tout cas diffusé sur les pages Facebook du Point et de Quai du Polar. Mais vous restez avec nous, Don Winslow, parce qu'on va vous garder à Lyon pendant encore 30 minutes. Donc voilà. Et Avec plaisir. le public va pouvoir vous poser des questions. Donc je dis à tous ceux qui nous regardent de loin en vidéo, merci beaucoup, au revoir. Merci Don Winslow, et on continue. Thank you. Merci à vous.